BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bonjour à vous, bienvenue dans l'entretien HEC avec Challenge, avec le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble, vous le savez maintenant, pendant une heure, avec mon compagnon Vincent Beaufils de Challenge. Bonjour Vincent. Bonjour Edwige. Bonnes vacances. C'est un bon week-end. Pour faire passer son entretien, son grand entretien à une personnalité, aujourd'hui c'est un grand patron qu'on reçoit, c'est le patron du groupe Vinci. Bonjour Xavier Huillard. Bonjour. Bonjour Xavier Huillard. Donc Vinci, aujourd'hui, c'est 280 000 collaborateurs dans le monde, à peu près 100 000 en France, 70 milliards de chiffre d'affaires et 3 grands métiers. Un métier historique qui est celui de la construction, un métier en plein développement qui est celui des concessions, les aéroports et les autoroutes, bien entendu. Et puis un petit dernier qui prend beaucoup de place maintenant, qui est l'énergie. Alors cette interview que Xavier Huillard va se faire multicanal, comme on dit, une interview dans le print, Challenge, mais aussi sur les sites de Challenge et de BFM Business, et puis à la télévision sur l'antenne de BFM le week-end prochain. Merci en tous les cas d'avoir accepté d'être notre invité, parce que vous le verrez, c'est un moment important pour Xavier Huillard, difficile à l'avoir pour l'interviewer. Il l'a accepté, donc merci beaucoup. Il faut dire que vous verrez, il se passe quelque chose. Le mode d'emploi rapidement, vous le savez, d'abord des questions d'actu, ensuite il y a le brief de Bain, les questions business. Et après, en deuxième partie, on part sur le campus d'HEC. On a posé la question en disant, bah, tiens, finalement, Vinci, c'est quoi? Et puis, des questions des alumni. Et puis, une conclusion où on parlera peut-être un peu de votre transmission. Tout de suite, les questions d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. La question d'actu, vous vous doutez bien, Xavier Huillard, c'est que face à la dérive, au naufrage des dépenses publiques de la France, les grandes entreprises, elles sont appelées à verser leur écho à ce déficit abyssal. Est-ce que vous êtes prêts? Je regrette évidemment que, comme d'habitude, les grandes entreprises soient considérées comme la variable d'ajustement. Ma deuxième réflexion, c'est que ça fait quand même quelques décennies que nous savons qu'il faut travailler également sur nos dépenses. Il semble que cette fois-ci, on ait effectivement l'intention de le faire. C'est quand même dommage que, faute de l'avoir fait de façon suffisante depuis 10, 20 ans peut-être, on en soit arrivé aujourd'hui à prendre le risque de casser la croissance à travers effectivement des nouvelles impositions. Pour terminer, un point, vous savez, quand il y a un problème quelque part, la tentation, c'est évidemment toujours de considérer qu'il faut y injecter de l'argent pour régler le problème. Or, parfois, il y a besoin d'argent. Mais toujours, ce problème dénote un problème de gouvernance et un problème de management. Et ça n'a jamais été réellement traité. Regardez dans l'hôpital public, par exemple. Il y a des problèmes de financement, mais il y a surtout des problèmes de gouvernance et de management. Mais juste à propos de gouvernance politique, est-ce que finalement Emmanuel Macron a eu tort de baisser les impôts des entreprises alors que les finances publiques n'étaient pas restaurées? Non, je suis navré, c'est gouvernance et management, mais de façon micro. Ce n'est pas par des grandes formules faites au niveau national, c'est en travaillant sur chacun des sujets, sur chacun des hôpitaux, dans chacune de nos universités. Et tous ces sujets de gouvernance et de management ne sont pas suffisamment traités à fond parce qu'on a pris l'habitude, lorsqu'il y a un problème, d'injecter de l'argent avec les conséquences que l'on voit. C'est-à-dire, quand il n'y a plus d'argent, eh ben, on appuie sur la variable d'ajustement que constitue en particulier la grande entreprise. Et c'est hyper dangereux. Avec, Xavier Huillard, ce que vous appelez des nouvelles impositions, il y en a une sur laquelle vous avez pris une position assez forte, c'est la taxe sur les infrastructures de transport. Vous l'avez qualifiée de déloyale. Pourquoi est-ce que effectivement cette taxe, toutes les taxes sont déloyales, quoi? Pourquoi l'avez-vous qualifiée ainsi? Non, elle est déloyale parce qu'elle est à la fois contraire à l'esprit, mais également, selon nous, aux textes qui régissent nos contrats, qui sont des textes qui ont été amendés en 2015, lorsque nous avons fait le plan de relance. Il s'agissait à l'époque de s'engager à faire des milliards d'investissements en échange d'un allongement, et on ne voulait pas prendre à l'époque le risque d'être, quelques mois après, rattrapé par une taxe. Et donc nous avions affermi en quelque sorte un dispositif qui, en gros, était réputé nous prémunir contre l'arrivée d'une nouvelle taxe. Et si elle est déloyale, c'est qu'en réalité, le législateur, à travers une proposition des ministères, a contourné ce qui était écrit en y mettant à la cause d'autres entités, et en particulier Aéroports de Paris, qui a la caractéristique d'appartenir à 55% à l'État. Ça nous coûte cette année sans doute à peu près 280 millions d'euros. Ouais.
Ça, c'est Mais juste, le c'est juste à la paradoxe, taxe transport. Hein, oui. le paradoxe, c'est que petit à petit, ça va toucher à beaucoup plus grand nombre de concessions, et notamment un jour, notre concession ferroviaire, qui est la ligne entre Tours et Bordeaux. Ouais. Parce qu'en fait, le seuil de déclenchement, c'est 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça finira par venir. Est-ce que vous avez observé, il y a un phénomène très important, effectivement, il y a de nouveau le retour de la fiscalité sur les entreprises, et puis il y a la baisse des impôts, la baisse des taux d'intérêt, pardon. Est-ce que vous avez observé un ralentissement, justement, des prises de commandes dans l'immobilier, ou est-ce qu'au contraire, le fait qu'il y ait une baisse des taux d'intérêt a boosté l'immobilier et fait qu'on peut sortir de cette crise de l'immobilier? Non, ça va évidemment dans le bon sens, mais ce n'est jamais avec une telle réactivité, c'est-à-dire qu'il faut du temps. Le vrai problème de l'immobilier, il est où? Il est d'une part sur le fait que les fonciers disponibles et les réglementations en termes d'urbanisation sont extrêmement contraintes, ce qui n'incite souvent pas beaucoup un certain nombre de responsables politiques locaux à lancer des programmes immobiliers, not in my backyard, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de perturber leurs propres habitants. Et la deuxième, c'est le coût du foncier. Et Oui, donc, bien il sûr. faut un certain temps, de façon à ce que le prix du foncier baisse, de façon à ce que les équations économiques redeviennent solvables pour l'acheteur final. Alors, votre grand métier en développement en ce moment, c'est donc celui des concessions. On parlait des autoroutes tout à l'heure. Il y a donc Jérôme Fourquet, le patron de l'opinion de l'IFOP, qui appelle ça le peuple de la voiture. Est-ce que le peuple de la voiture circule-t-il toujours autant sur vos autoroutes et comment ces autoroutes se préparent-elles à la transition? Alors là, vous parlez des autoroutes françaises, parce Oui. que nous en avons beaucoup en dehors de Oui. France. Je On en parle du parlera tout à peuple l'heure, oui. français de la Le voiture. peuple français. Non, ce qu'on a constaté, mais ça c'est directement la conséquence de ce qui s'est passé en début d'année, c'est-à-dire les manifestations d'agriculteurs et d'éleveurs, qui nous ont créé de grosses perturbations de trafic pendant jusque quasiment la fin du premier semestre 2024. Et ça, évidemment, ça a comme conséquence que ça va venir impacter de façon constante notre statistique de trafic sur l'ensemble de l'année. Donc ce que nous prévoyons aujourd'hui, c'est non pas un trafic en légère augmentation, ce que nous pensions il y a un an, c'est plutôt un trafic en légère diminution par rapport à ce qu'il était en 2023, parce que ce qui est arrivé pendant les premiers mois de l'année 2024. Est-ce que vous diriez que le modèle de concession a encore un avenir, et où est-ce que vous en êtes des fameuses discussions sur le renouvellement de ces fameuses concessions que vous avez eues là? Non, il y a pas de discussion, il y a pas de discussion, parce que pour pouvoir discuter, il faut être certain que son interlocuteur est prêt à réfléchir ensemble. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ma Ah oui, conviction, donc c'est que ça c'est peut... violent ce que vous dites. Pourquoi? Ah, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de discussion parce qu'en face, Non, personne ne veut discuter avec vous. non, mais ce que je veux dire, c'est que il est inutile de faire des propositions tant que vous n'avez pas la conviction que votre interlocuteur est prêt à effectivement cheminer intellectuellement d'abord, et puis ensuite en passant à l'acte sur ses idées. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas d'interlocuteur déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, on y reviendra sans doute, mais la transition énergétique nécessite des capitaux tels que les budgets publics ne seront jamais suffisants. Ah ben Et que ma justement, conviction, c'est que ça va être une occasion pour réactiver un modèle de financement qui est très vertueux et qui est utilisé dans très nombreux pays, qui est le modèle du partenariat public-privé, ce qui est au fond une manière de mixer de l'argent public avec de l'argent privé. C'est ce que voulait dire le nouveau ministre des Transports quand il déplorait le manque de crédit en France pour entretenir les autoroutes. Est-ce que c'est pour réaliser cette transition que vous évoquez? Et quel les routes, type de nouveaux travaux ça demande? Si vous voulez, notre réseau autoroutier en France, qui fait plus de 8000 km, il a été conçu à une époque où les événements climatiques que nous connaissons maintenant plusieurs fois par an n'existaient pas. Et notamment en matière de transparence hydraulique, c'est-à-dire qu'en cas de forte précipitation, il faut éviter que le ruban autoroutier ne soit une espèce de barrière qui provoque des inondations. Tout ça, ça a été calculé à l'époque sur la base des éléments statistiques d'événements climatiques que nous connaissions. Ces statistiques ne marchent plus. Et donc, il faut revisiter de façon progressive sur les années qui viennent, il faut revisiter l'ensemble de notre infrastructure autoroutière de façon à la rendre compatible avec les nouvelles donnes météorologiques. Et ça, c'est des quantités de capitaux qui sont non pas égaux
à ce que nous avions investi pour créer le ruban, mais peut-être la moitié ou peut-être 40%. Qu'est-ce que ça représente pour vos 8000 km, par exemple? Mais 8000, enfin, c'est le calcul qui avait été fait par une étude lancée à l'époque par Vinci Autoroute avec un cabinet de conseil et qui avait conclu que, en gros, pour l'ensemble du secteur autoroutier, il faut consacrer à peu près 70 milliards d'euros de façon, d'une part, à le rendre adapté aux nouvelles données climatiques et, d'autre part, le décarboner, c'est-à-dire installer des bornes de recharge, y compris à terme pour les camions, des zones de covoiturage, des zones d'intermodalité avec les autres modes de transport, etc. Et 70 milliards, c'est à peu près, 70 milliards, c'est à peu près la moitié du coût de construction à neuf de ce réseau. Et donc, c'est là où cette taxe que vous avez évoquée est a priori, à mon avis, tout à fait malvenue. C'est que au moment même où l'infrastructure qui permet de faire bouger 90% des passagers et du fret, au moment même où cette infrastructure a des besoins de capitaux gigantesques, on lui prélève cette taxe pour financer, je pense, le ferroviaire. Ça ne tient pas debout. Oui, en même temps, ce n'est pas les mêmes chiffres, hein, 70 milliards contre 280 millions. On n'est pas tout à fait dans la même épure. Non, mais si on veut avoir une chance d'être au rendez-vous de 2050 en termes de décarbonation, il faut décarboner ce qui représente une partie extrêmement significative de notre équation carbone, c'est le transport. Et dans le transport, c'est la route. Et sur la route, c'est les camions. Voilà. C'est sûr. Et donc, il faut s'y mettre maintenant si on veut avoir une chance d'atteindre la neutralité carbone. Il nous reste juste quelques secondes. On va parler des aéroports aussi, parce que Vinci, c'est aussi les aéroports. Après avoir récupéré, après la crise de la Covid, on se demande si les aéroports ne vont pas connaître justement une forme de stagnation de leur activité. Et puis, on va rappeler que vous aviez racheté l'aéroport de Gatwick, donc juste avant le Covid, quand même pour une somme assez colossale de 3 milliards, juste pour 50%. Est-ce que ce n'est pas un investissement, vous vous dites, en fait, on l'a fait un peu à contre-temps? Vous me diriez, vous ne pouviez pas anticiper le Covid? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, même en plein milieu de la Covid, jamais nous n'avons craint que le développement du trafic aéronautique serait durablement impacté. Jamais. Et d'ailleurs, il a repris. Il a repris, mais est-ce que vous pensez qu'il va reprendre ou justement vous pensez qu'on va quand même vers un autre mode de moyen de transport? Bien sûr que non, parce que pour aller à Manaus, c'est difficile d'y aller en pirogue. Pour aller au Portugal, si vous avez 4 jours de vacances, c'est quand même difficile d'y aller en voiture, etc., etc. Et donc, bien sûr qu'il y a sur des distances courtes des moyens autres, notamment dans un pays très bien équipé comme la France en TGV, en y allant par le train, mais il y a beaucoup de destinations qui nécessitent effectivement d'aller en avion. Ce qu'il faut intégrer, c'est que dans le secteur aéronautique, les plateformes elles-mêmes, elles sont décarbonées à l'horizon 2030 pour ce qui concerne les nôtres en Europe. J'en ai déjà une qui l'est et une autre qui le sera en 2026, c'est Lyon. Ce qui est compliqué, c'est de décarboner le trajet en avion. Mais techniquement, il n'y a pas de problème. C'est juste un problème de prix et donc de massification de la production de ce qu'on appelle des e-fuels de façon à décarboner l'ensemble du trajet aérien. Alors, juste une dernière petite question sur les concessions, parce que c'est emblématique. C'est emblématique et ça a été l'étincelle des Jeux Olympiques au Stade de France. Cette concession, vous l'aviez, elle est en renouvellement. Est-ce que vous allez la gagner? Non, pas en renouvellement. On arrive en 2025 en fin de concession, donc c'est normal. Et l'État a lancé un appel d'offres auquel nous participons. Et donc, je ne peux rien dire de la manière dont nous allons participer, puisque, je n'ai pas le droit, et deux, ce serait sur le plan de la compétition, évidemment. Mais vous en avez envie? Vous avez envie de la gagner? Ça dépendra des conditions. Nous allons remettre notre meilleure offre. Là-dessus, serons-nous retenus ou non? Nous verrons bien. Allez, c'est tout de suite le brief de Bain. C'est la fin de la question d'actu. Après la question business, mais tout de suite, c'est le brief de Bain. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors, pour donc le brief de Bain, j'ai le plaisir de retrouver Arnaud Leroy, associé de Bain et compagnie, qui va faire son pitch auprès de, effectivement, Xavier Huillard, et on va voir si effectivement ça va déboucher sur un bon business. Hein, vous allez nous dire ça. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour Xavier Huillard. Bonjour. Vous êtes rentré dans le groupe Vinci il y a près de 30 ans et on a pris la tête il y a près de 20 ans. Quand toutes les études montrent une baisse continue de la durée d'exercice des PDG avec une médiane à peu près autour de 5 ans, on peut dire que vous faites figure d'exception. Alors que le groupe s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire, je vois 3 défis à relever.
Le premier, c'est accélérer sur les relais de croissance à plus fort retour sur investissement. Le second, c'est préserver ce paradoxe réussi qui est la culture de Vinci. Et le troisième, c'est réussir le passage de témoin à la tête du groupe. Donc, premier défi, accélérer sur les relais de croissance à plus fort retour sur investissement. Comme le disait Vincent tout à l'heure, à partir de votre métier historique dans la construction, vous avez réussi à créer de beaux bastions avec Vinci Énergie et Cobra, 28 milliards de chiffre d'affaires combinés. Vous êtes devenu la référence technique dans le monde sur les services techniques et énergétiques et un acteur moteur de la transition énergétique. Les autoroutes et les aéroports offrent également de belles perspectives de croissance, même si d'aucuns s'inquiètent parfois de leur impact sur le retour sur capitaux employés du groupe. Deuxième défi, préserver la culture de Vinci. Comme je disais en introduction, c'est un paradoxe réussi entre une très forte décentralisation et un sentiment d'appartenance. Vinci, c'est l'entrepreneuriat, c'est aussi une culture locale de création de valeur. Et puis Vinci, c'est enfin un socle de valeurs qui cimente l'appartenance de près de 300 000 salariés. Donc préserver ce socle et la culture de performance qui va avec sera un des facteurs clés de succès pour Vinci dans le futur. Et troisième défi, donc réussir le passage de témoin à la tête du groupe. Dans la lignée familiale et de cette passion pour le métier de l'ingénieur que vous avez, vous êtes rentré dans le groupe en 98. Depuis 2010, Vinci a doublé de chiffre d'affaires, triplé son EBITDA. On dit de vous que vous en connaissiez les moindres recoins et que vous avez nommé tous les principaux dirigeants. Un sacré défi pour votre successeur que de prendre la suite d'un PDG qui a marqué son groupe comme ça d'une telle empreinte. Arnaud, il y a 3 défis. On va peut-être garder le 3e pour la fin de l'émission. Voilà. Et dans les 2 premiers, quelle est la question que vous souhaiteriez poser donc, à Xavier Huillard? Alors, on partage une passion commune pour la transition énergétique. Donc, ma question, elle est très simple. C'est comment voyez-vous Vinci valoriser ses outils et ses savoir-faire techniques, mais aussi contractuels, pour aider les territoires à accélérer dans l'électrification des usages? En fait, cette grande affaire du siècle qu'est la transition environnementale et énergétique, c'est ce qui tire l'ensemble de nos métiers et qui fédère l'ensemble de nos collaborateurs. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie professionnelle, donc depuis quelques décennies, que je vois un thème qui est à la fois mobilisateur pour tous nos métiers et d'autre part extraordinairement fédérateur, simplement parce qu'à un instant donné, je suis tout à fait convaincu que nos 285 000 collaborateurs sont tous tournés vers le fait de réussir notre première étape de notre propre transition, c'est-à-dire étape à 2030, que je pourrais détailler tout à l'heure, et par ailleurs développer les valeurs ajoutées que nous apportons à nos différents clients sur cette thématique. Alors, quelques exemples. Sur nos autoroutes, nous avons déployé des bornes de recharge. Alors, pas des bornes de recharge comme celles que vous avez chez vous, mais des bornes de recharge haute puissance, voire ultra haute puissance, de façon à vous permettre de recharger votre batterie en l'espace de quelques dizaines de minutes, le temps de prendre un café ou d'aller à la cafétéria de l'aire de service. Et nous l'avons fait, alors qu'il y a quelques années, la France était plutôt en retard en termes de développement et de déploiement de bornes électriques. Aujourd'hui, on est plutôt en avance. Donc, quand on s'en occupe, on y arrive. Ensuite, les métiers de Cobra et de Vinci Énergie que vous évoquez sont des métiers dont la vocation quasiment unique, c'est de servir, de proposer des solutions d'amélioration de la performance énergétique et d'électrification du process de ses clients. Et donc là, nous avons à peu près 150 000 collaborateurs qui sont tout entiers tournés vers le fait de favoriser la transition énergétique dans les territoires. Et puis ensuite, pour terminer, vous avez dit, on est très décentralisé, on a à peu près 5 000 business units, il y en a à peu près un peu moins de 2 500 en France, ça veut dire que nous sommes partout, nous maillons le territoire. Et ça nous permet de comprendre à la fois les enjeux, les priorités, la manière de faire avancer les sujets sur le territoire, et c'est évidemment un de nos avantages compétitifs. Merci. Merci donc Arnaud. Voilà. Et tout de suite les questions d'actu. On va prolonger votre interrogation. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors nous voici donc dans la partie business, Xavier Huillard, et dans la foulée du brief de Bain, on avait une question sur vos différents métiers. En fait, entre ces 3 grands métiers, quels sont ceux dont la croissance va être la plus durable et la plus soutenable compte tenu de la transition? Est-ce qu'effectivement, il y en a certains sur lesquels on peut compter davantage que d'autres?
C'est deux questions en une, parce que tous nos métiers ont vocation à croître. Dans le domaine autoroutier, Mais pas à la même vitesse. pas à la même vitesse, parce qu'on est assez opportuniste et surtout extrêmement rigoureux dans le choix de nos différentes cibles. C'est plus combien? Les La autoroutes, croissance, non mais même vos différents métiers, c'est plus combien? non, mais il faut raisonner en croissance organique, puis en Mm. croissance externe. Par exemple, chez Vinci Énergie, la croissance organique, c'est 2 ou 3%, pas plus. C'est déjà pas mal sur le Ouais. temps long. Mais ça vient ensuite, en plus de cela, avec de la croissance externe, avec une culture qui favorise la capacité à identifier, à négocier, puis ensuite à intégrer, c'est ça le plus difficile, en permanence des dizaines et des dizaines d'entreprises. Donc nous n'arrêtons pas d'acheter des entreprises, que ce soit dans le métier des concessions ou dans le métier de l'énergie, voire même un peu dans le domaine de la construction. Et deuxième question, c'était soutenable. Ça veut dire que est-ce qu'il n'y a pas des choix que vous avez faits stratégiques qui vont se heurter à des questions de transition? C'était un petit peu la question d'Edwige tout à l'heure sur les aéroports. Est-ce que là, bien entendu qu'on aura toujours besoin d'avions, mais est-ce que vous ne vous heurtez pas en fait à un débat sur l'opportunité de cette croissance-là? Non, c'est une vraie question, mais nous avons le sentiment que justement, lorsque ce sont des gens comme nous qui s'occupent de cette question, nous pouvons accélérer la décarbonation. Tout à l'heure, je vous évoquais l'aviation. Nous savons techniquement très bien fabriquer des e-fuels. Ce n'est pas un problème Ouais. technique, c'est-à-dire des carburants qui n'ont pas d'empreinte CO2. Sauf que c'est très cher. Et donc ça va s'inscrire sur le temps long, comme à l'époque les panneaux photovoltaïques. Au début des panneaux photovoltaïques, il fallait un régime de subvention pour permettre la massification de la production, donc la baisse des prix des panneaux. Et aujourd'hui, de l'électricité renouvelable produite par photovoltaïque, c'est plus compétitif que n'importe quelle autre source d'énergie. Et bien sûr, l'aviation, à condition de s'inscrire sur le temps long de 30 ans, et ce qui tombe bien, c'est que nous sommes des gens de temps long, il y a parfaitement la possibilité de complètement décarboner la chaîne du transport aérien. Ah, justement, on va parler à l'instant des transports aériens sur les autoroutes. Est-ce que justement est-ce que c'est de la rentabilité, elle est soutenable, notamment sur les autoroutes? On va rappeler que vous venez de remporter un très très gros contrat, votre filiale brésilienne. C'est combien de kilomètres? 594 kilomètres de l'autoroute BR 040 qui rejoint Belo Horizonte. C'est lui qui a l'accent Voilà. à Cristalina au Brésil. PR Donc, c'est un comme très gros contrat. Brésil, Oui. bien sûr. Bah, en termes de linéaire, c'est à peu près Cofiroute, hein, donc c'est effectivement Ah oui, c'est pareil. énorme. Oui. Ouais. Non, ce qu'il faut dire, c'est que dans un certain nombre Mais de est-ce que c'est pays, soutenable? alors c'est soutenable à la condition de décarboner l'infrastructure Ouais. pour la rendre apte à accueillir des mobilités décarbonées. Mm. C'est la raison pour laquelle sur le réseau français, on est en avance. On a installé 1700 bornes de recharge ultra rapides pour la plupart d'entre elles et qui permettent d'accueillir les mobilités électriques. Et ce qui va se passer, vous allez voir, c'est que la mobilité électrique va toucher les camions. Pas tous les camions et notamment pas les plus lourds dans un premier temps, mais tous les constructeurs européens, voire mondiaux de camions, prévoient de lancer des camions électriques, batteries électriques, à l'horizon 2030. Et donc il faut bien une infrastructure leur permettant de se recharger pendant qu'ils circulent Ok, sur ouais. l'autoroute. Et c'est ça, décarboner l'autoroute, c'est d'une part la rendre plus Est-ce que c'est adaptable. rentable? Voilà, c'est ça. Là, oui, non, c'est rentable. C'est pas rentable sur nos propres moyens. Ah oui, Ça voilà, suppose d'accord. de blender, de mixer de Ok. l'argent public avec Ouais. de l'argent privé. Ok. Alors, retour aux aéroports, est-ce que vous croyez encore à une privatisation possible d'aéroports de Paris? Pas dans le court terme. Pas dans le court Hum. terme. Très bien, réponse simple. Réponse simple. La réponse peut être aussi simple, à mon avis un peu plus compliquée. On sait qu'Emmanuel Macron, il a voulu relancer la politique du nucléaire, grande ambition, construire 20 réacteurs nucléaires EPR. Comment est-ce qu'on les finance? Alors, merci de l'avoir dit comme ça, parce qu'il n'a pas dit 20, c'est moi qui dis 20. Ah bon, Il a dit 17? 6, il a dit Il a dit 6, six, peut-être oui. 14. Ah. Oui, Mais c'est pas plus, c'est pas 6 plus 14. Ah. C'était 6 et peut-être 8 de plus pour faire 14. oui, Moi, j'ai un raisonnement simple. oui. Aujourd'hui, quand vous prenez le mix énergétique d'un pays comme la France, et c'est vrai dans la plupart des autres pays, l'électricité représente seulement 25%. Le reste, c'est essentiellement du oil and Ok, gas. mais comment on À les terme, construit? en 2050, Mm. le mix énergétique, il devrait être à 90 ou 95% à base d'électricité.
Certes, dans l'intervalle, on va faire d'énormes efforts d'amélioration de la performance énergétique, mais ça n'empêche que, en faisant des calculs de coin de table, vous arrivez à la conclusion qu'il faut doubler notre capacité de production d'énergie. Mais ma question, c'est comment vous les financez? Et qui les finance? La Caisse des dépôts est prêt un petit peu, mais enfin bon, Non, c'est pas vous. c'est Qui bien va au-delà. financer? Mais pourquoi ce ne serait pas nous? Parce que c'est quand même, ça coûte très cher. Mais ce n'est pas un problème On est, de on est montant. dans quoi pour les 6 Non, premiers? On est non. dans les 60, C'est un 70 problème de milliards. concept. Je ne dis pas que c'est vers là qu'il Une faut aller. concession de centrales Non, pas nucléaires. une concession, du partenariat public-privé, c'est-à-dire un modèle qui a fait ses preuves depuis des décennies sur la mobilité, que ce soit les aéroports ou les concessions, et qui pourrait être mis au service de la transition énergétique en mixant du financement privé et du financement public. Par exemple, les lignes de transport d'énergie. Oui. En France, c'est RTE, qui appartient à, on va dire, EDF, Caisse des EDF, dépôts, ouais. etc. En Grande-Bretagne, c'est National Grid. National Grid, elle est cotée en bourse. Donc, elle a accès naturellement à de Pour l'argent ouais. privé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Une question qui nous met tout à fait en dehors de ça, on a peu parlé de construction et on voudrait le prendre par le biais du logement. Est-ce qu'il y a en ce moment des types de construction qui sont un peu plus à la mode, je pense à vos efforts que vous avez fait en co-living, et puis d'autres que la transition met totalement de côté, comme le logement individuel? Le logement individuel, ça y est, on est dans la crise, et cette crise a des conséquences sociales absolument Ouais. gigantesques, comme je crois, on l'a tous dit les uns et les autres depuis déjà maintenant un paquet d'années. Et il faut bien intégrer que la filière du logement, elle est composée de plusieurs segments. Le logement d'urgence, le logement social, le logement intermédiaire, le logement Pardonnez-moi, privé. je parlais de maison individuelle, excusez-moi, Ah pas de ouais, logement Ouais. individuel. on n'y est pas, donc je ne serai pas, Le je ne serai rêve, pas relevant. Non, ouais, d'accord. C'est évanoui. Bon. Et cette histoire de co-living qui nous a fait Oui. sourire en lisant ce projet que vous aviez là? Oui, ben c'est en train de se développer. C'est en train de se développer. Est-ce que ça va représenter une partie très significative des logements qui seront produits en France? Ça n'est pas certain. En tout cas, c'est un segment qui est très intéressant et qui correspond à la tendance du moment. De même qu'il y a un autre segment très intéressant, ce sont les résidences. Alors, résidences pour les étudiants, nous en manquons cruellement en France, ou les résidences pour personnes âgées, qui ne sont pas des EHPAD, qui sont juste des résidences pour personnes âgées, et qu'il faut effectivement aider à se développer compte tenu de la population. Il nous reste 5 questions en 20 secondes, donc ça va être un petit peu compliqué. Est-ce qu'il vous manque de la main-d'œuvre? Est-ce que vous avez du mal à recruter? C'est Et puis, quelle est votre position sur l'immigration économique? d'abord, sur la main-d'œuvre, c'est difficile, mais nous y arrivons parce que nous bénéficions de notre marque employeur. Le fait d'être gros, Ouais. d'être très diversifiés, très internationaux, fait que nous sommes a priori plus attractifs pour un certain nombre de talents qui sont aujourd'hui à l'extérieur. Il faut se battre, mais il faut surtout se battre pour conserver ceux que nous avons déjà avec nous. Et donc, il faut les manager de façon encore plus précise que nous le faisions auparavant. Et l'immigration, bien sûr. Alors après, il faut Vous avez qu'elle besoin soit... d'une immigration économique? allez vous balader sur nos chantiers. Oui, c'est pour Oui. ça que je vous pose la question. Eh oui, évidemment. Ouais. Xavier Huillard, c'est la fin de cette première partie. On a débordé. Tout de suite, la deuxième partie, on va partir sur le campus d'HEC, des questions des alumni. Et après, on abordera la question de la transmission en conclusion. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Retour dans l'entretien HEC avec Xavier Huillard, le patron de Vinci. On est encore ensemble pendant une demi-heure, encore beaucoup de questions à vous poser, mais eux, ils ont aussi des questions. Les alumni, mais tout de suite, tiens, c'est part sur le campus d'HEC, c'est le micro-trottoir. Est-ce que vous avez pris la route cet été? Ouais, oui. Moi aussi, ouais. Oui. J'ai pris le train et la voiture et une fois l'avion aussi. Et le bateau, j'ai beaucoup pris. Un petit peu d'autoroute? C'est Vinci, le groupe qui contrôle les autoroutes. Vichy, pas Vichy, non. Ah, d'accord, Ou mais Vinci, c'est pas du tout non. ça. Non, c'est à Vinci Autoroute, non, c'est ça? Qu'est-ce que vous connaissez du groupe Vinci? Les prix quand je prends l'autoroute. Je sais que vous recevez le PDG. Oui, ils ont des ateliers, ils ont des chantiers, ils travaillent dans le domaine du BTP en général. Après, je pense qu'ils ont plusieurs filiales aussi, parce qu'il n'y a pas que Vinci Construction. Je pense que c'est un grand groupe qui regroupe d'autres filiales. C'est un gros constructeur, un peu dans toute la France, mais pas que. Je pense que c'est le premier dans son domaine, ou je sais pas, je pense en Europe. Est-ce que vous savez quel est le principe d'une concession? Une entreprise possède un terrain et le loue à
a une autre entreprise ou un particulier qui va construire ou vivre dessus pendant un moment? Je pense que l'État, elle permet à la société de construire un chantier et elle ne paye la société qu'à la fin des travaux. La société, elle prend en charge la gestion de l'infrastructure et elle se fait rembourser à travers l'utilisation. Comme beaucoup de groupes du CAC 40, Vinci affiche la volonté d'être leader face à l'urgence climatique. Est-ce que vous savez comment, chez eux, ça pourrait se traduire? Bonne question. Ça paraît compliqué de décarboner le BTP et puis les autoroutes. Les grands groupes, en général, ils font très attention à tout ce qui est salariés, etc., le bien-être au travail. Et puis, forcément, il y a en général, les grands groupes de construction, ils essayent de favoriser des produits innovants qui sont un peu plus orientés environnement. C'est-à-dire ils développent des produits qui sont bas carbone. Dans les nouvelles technologies, j'imagine qu'il y a des revêtements qui sont plus éco-responsables. Peut-être un pourcentage de leurs revenus consacrés à la protection de l'environnement, puisqu'ils polluent, la construction pollue beaucoup. Peut-être promouvoir l'électrique d'une manière ou d'une autre. Plus de bornes électriques aux stations essence. Souvent, les utilisateurs de voitures électriques se plaignent du manque Il y en a beaucoup de qui bornes, hésitent à sauter le pas. qui reviennent voir au thermique à cause de ça. Donc, On a d'un côté un grand groupe du CAC 40 qui peut paraître institutionnel et de l'autre côté une multinationale qui a les moyens d'investir dans l'innovation. Vous qui êtes de potentiels talents, est-ce que c'est un employeur qui vous attirerait? Alors moi, je suis intéressée, mais c'est parce que j'ai un background d'ingénieur génie civil de base. Pour moi, c'est plus allier business et produits innovants, nouvelles technologies et empreinte carbone. Tout dépend la ligne que fixe l'entreprise, mais si c'est celle du bien public, alors avec plaisir. je voudrais travailler dans ce genre d'entreprise parce que justement pour moi c'est un défi, parce que c'est un mastodonte et il y a tellement de choses à changer. C'est une entreprise qui appartient au passé de par sa taille et de son histoire, mais c'est aussi elle qui a notre futur entre ses mains. Donc moi je pense que ça peut être extrêmement stimulant et beaucoup de choses à faire et on est là pour ça, quoi, et on a plein d'idées. Finalement, si vous aviez une question à poser à Xavier Huillard, le PDG de Vinci, quelle serait-elle? Bonjour Monsieur Billard, je voudrais savoir ce que vous faites concrètement pour intégrer les opinions des habitants touchés par vos projets dans vos décisions. Moi, ça mérite d'être clair. Alors, donc les propos des étudiants étaient recueillis par Estelle Plaguet, il y avait beaucoup de questions. Mais il y en a une qui revient un petit peu toujours en boucle, c'était un peu comme la dernière, c'est celle du bien public. Est-ce qu'effectivement vous considérez que vous faites le bien public? Un petit peu de scepticisme sur la décarbonation, comment les convaincre? Comment un mastodonte peut les convaincre? Moi, je pense que c'est difficile de convaincre par le haut. Il faut convaincre par des preuves sur chacun de nos projets sur les territoires. Et c'est ce que nous essayons de faire. Pas forcément toujours avec beaucoup d'efficacité, mais c'est ce que nous essayons de faire et progressivement ça marche. La plus jolie preuve que vous trouveriez. Mais il n'existe pas un seul projet de construction un peu significatif sans qu'il y ait une équipe chargée des relations avec tous les stakeholders avoisinants. Les voisins, avec des sites internet sur lesquels ils peuvent faire leurs doléances, avec des réunions d'information, et tout ça, petit à petit, leur permet de mieux saisir la manière dont nous essayons d'être une entreprise privée d'utilité publique. Eh bien, merci. On va passer donc maintenant aux questions des alumni. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Donc, Xavier Huillard, le principe, là, maintenant, c'est effectivement un alumni. On va commencer par le premier d'entre eux, qui est Adrien Couret, le président de l'association... Ex-président. Ex-président, ouais. Ah, pardon. Les vacances sont passées par là. Aïe, 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 j'ai pas fait attention. Pardon, Adrien. Donc, mais il est toujours là, derrière le micro. Bonjour Xavier Huillard, je suis Adrien Couret, le directeur général d'AEMA Group, le 4e groupe d'assurance en France. Et il se trouve que l'assurance est une industrie qui est fortement touchée par les effets du changement climatique, notamment sur toute l'assurance habitation et entreprise. J'aurais voulu savoir, pour vous et pour votre groupe, si le changement climatique représentait un risque important et comment vous le gériez, voire même s'il pouvait aussi représenter des opportunités de développement dans vos activités. Alors on revient beaucoup sur cette question, hein, évidemment, mais c'est logique. Hein, oui. Je réponds du tac au tac. Oui, oui. Allez-y. Nous sommes impactés, oui, bien évidemment. Je ne connais pas une seule entreprise sur cette planète qui ne soit pas impactée par le changement climatique. Non seulement impactée sur nos exploitations, mais parfois même sur nos assurances. Il y a des endroits où on ne trouve plus d'assurance nous assurant sur les risques issus de ces perturbations climatiques. Juste 2 exemples. Il
il y a quelques années, vous vous souvenez, l'autoroute qui va du côté d'Orléans a été submergée pendant plusieurs jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un événement de pluviométrie extrêmement puissant qui ne correspondait pas du tout aux statistiques précédentes et le ruban avait été au fond une barrière, moyennant quoi l'eau avait stagné là et ça avait complètement inondé des kilomètres d'autoroute. Voilà, ça c'est une belle illustration. La deuxième illustration... Et là, vous pouvez t'assurer, là? Non, ce n'est pas un problème d'assurance, c'est juste une prise d'assurance derrière. Parce oui, on a vu des images, alors c'était pas chez nous en France, mais on voit bien que c'est un phénomène récurrent. Il y a quelques années, oui, de plus en plus difficilement maintenant, pour des raisons évidentes. Et donc ça, c'est simplement une illustration du fait que tout ce que nous avons fait les uns et les autres en termes d'infrastructures, de logement, d'urbanisation, d'infrastructures de transport, voire même électrique, va devoir être revisité à l'aune de cette nécessité d'adaptation à cette nouvelle donne climatique. Et ça, c'est évidemment beaucoup d'argent. Le deuxième exemple que je voudrais citer, il est encore plus significatif. Nous sommes gestionnaires, concessionnaires de l'aéroport d'Osaka. Il est bâti sur une île artificielle dans la baie d'Osaka. En 2018, sauf erreur, il y a eu un typhon dont la puissance était très supérieure à ce que les statistiques pouvaient imaginer. Et donc, l'aéroport a été submergé. Et donc, à la clé, ça a fait de la perturbation pendant quelques jours, sans aucune victime. Et ensuite, derrière, il a fallu rehausser les défenses contre la mer de cet aéroport de façon à ce que ce genre de phénomène ne se reproduise pas. Et donc, tout ça pour arriver à la deuxième partie de sa question, c'est-à-dire, oui, évidemment, cette adaptation absolument indispensable aux nouveaux événements climatiques est une source d'opportunités pour des gens comme nous qui est extraordinairement importante. Deuxième question, une question de Anne-Fleur Goll. On l'écoute. Bonjour Monsieur Huillard, Anne-Fleur Goll, HEC 2020 et consultante en transition environnementale. Dans un contexte où les matières premières utilisées par Vinci sont disponibles en quantité finie et s'épuisent, comment est-ce que l'entreprise compte conserver une activité pérenne? Est-ce que vous développez des solutions circulaires à très grande échelle au niveau de toutes les activités de l'entreprise pour répondre à cette raréfaction des ressources et aux objectifs de l'accord de Paris? Excellente question, merci. En fait, nous avons une politique environnementale qui s'articule sur 3 axes. L'axe CO2, normal, l'axe économie circulaire et l'axe milieu naturel et biodiversité. Donc là, on est sur le deuxième. À titre d'illustration, par exemple, nous sommes des gros utilisateurs et donc des gros producteurs de ce qu'on appelle des agrégats, c'est-à-dire des cailloux qui permettent de faire des chaussées ou du béton. Eh bien, nous avons, mais ça ne date pas d'hier, d'à peu près une vingtaine d'années, nous avons développé des carrières virtuelles qui sont en fait des lieux où nous recevons les produits issus de la déconstruction d'un certain nombre d'anciens bâtiments ou infrastructures, lieux sur lesquels on traite ces différents produits de déconstruction pour ensuite les recalibrer pour en faire des nouveaux agrégats. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est à peu près à mi-chemin par rapport à notre ambition globale, puisque nous produisons déjà 16 millions de tonnes d'agrégats recyclés et que notre ambition, c'est d'en avoir 20 millions en 2030 et beaucoup plus en 2035. La difficulté, c'est de faire accepter par nos clients que 1 kilo de granulats recyclés est au moins aussi efficace qu'1 kilo de granulats extraits des carrières. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'utiliser des granulats recyclés sur un certain nombre de nos propres opérations, sur par exemple nos réseaux autoroutiers. La deuxième chose qui est très intéressante à dire, c'est que, si j'ai encore une seconde, nous savons aujourd'hui techniquement prendre une chaussée autoroutière et enlever la couche de roulement et la recycler entièrement, c'est-à-dire refaire une nouvelle couche de roulement exclusivement avec les matériaux que nous venions d'extraire. Ce n'est pas l'optimum économique, mais ça marche techniquement. L'optimum économique, c'est à peu près 50% de recyclage. Donc oui, on est très engagé dans l'économie circulaire. Alors, une troisième question de Eva Berthaud. Bonjour, je m'appelle Eva Berthaud, année 2023 de HEC, actuellement Business Development Analyst chez Veuve Clicquot. Merci pour cette question. Du coup, comment Vinci prévoit-il d'accélérer sa contribution à la transition énergétique et quel investissement majeur l'entreprise envisage-t-elle pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone? Ils posent tous un peu la même question. On a l'impression que vous êtes un fabricant
transition et pas un fabricant Oui, de mais construction. ça tombe bien parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la première fois de ma vie que nous tenons un thème qui est à ce point mobilisateur et fédérateur pour nos 280 000 collaborateurs. Et ça, vous pouvez imaginer que ça donne une puissance à la fois d'innovation et d'implémentation de nouvelles idées qui est absolument colossale. Mais je trouvais votre idée de l'optimum économique très nouvelle, de dire oui, il faut recycler, mais il ne faut pas recycler au maximum. Il faut trouver des... C'est toujours un problème de trade. De curseur ou de, oui, enfin, de balance, curseur. Ouais. Et donc, sur notre participation à cet effort collectif d'amélioration de notre empreinte, notamment CO2, je dirais que c'est même devenu notre vocation. C'est même devenu le sens profond de notre groupe. Que ce soit dans les autoroutes, que ce soit dans les aéroports, que ce soit chez Vinci Construction ou que ce soit chez Vinci Énergie, c'est entre 50 et 100% de l'activité qui, en réalité, est tournée vers cet objectif de décarbonation. Des questions décidément des alumni très féminins, une question féminine. Une question de Julia Sarfati. Bonjour Monsieur Villard, Julia Sarfati, Chief of Staff du CEO de ShipUp, une start-up dans l'e-commerce, et HEC Alumni 2021. En 2022, Vinci Construction a lancé le plan Equality en faveur de la diversité, reposant sur 3 piliers. Un pilier de recrutement, de rapprochement avec des associations et de mentoring et de coaching en faveur de la diversité. Ma question est la suivante. Qu'en est-il des résultats de ce plan et est-ce que vous souhaitez lancer d'autres initiatives au sein des différentes filiales du groupe Vinci? C'est très intéressant parce que l'exemple pris, c'est Vinci Construction. Ouais. La réalité, c'est que nous lançons des plans comme celui-là sur l'ensemble de nos métiers et ça, c'est révélateur de notre modèle décentralisé. C'est pas moi, au niveau du corporate, qui décide on va aller dans telle ou telle direction. Je donne quelques cadres, quelques impulsions, mais l'essentiel, il est fait sur le terrain. Et donc, le fait que Vinci Construction se soit lancé dans un plan comme Equality, moi, je trouve ça formidable. Ils ne m'ont même pas posé la question. Simplement, ils se sont inscrits dans une stratégie d'ensemble qu'effectivement, j'avais impulsée. Et donc, la réponse est que oui, au niveau global du groupe, nous progressons. Nous progressons, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce qu'il se trouve que notre culture, c'est de prendre les gens plutôt jeunes à la sortie de l'école et de les amener, si possible, jusqu'à leur retraite. Et donc, par exemple, sur le thème de l'égalité, aujourd'hui, nous avons un plan qui est 30-30-30, c'est-à-dire nous souhaitons avoir 30% de managers et 30% de femmes dans les comités de direction à l'horizon 2030. Et on est en bon chemin pour effectivement 2030, respecter. mais c'est loin 2030. Ben oui, mais parce qu'il faut du temps. Et on a à peu près doublé par rapport à l'époque où je suis rentré dans ce groupe. Ça a pris du temps. Je pense qu'en fait, le plan Equality, c'est l'association HEC qu'on aurait besoin parce qu'il n'y a que des questions de femmes, puisqu'il y a Marie de Fréminville qui va nous poser la question où sont les hommes? Bonjour monsieur, mon nom est Marie de Fréminville, HEC 86. Je suis administratrice de société et présidente de Starboard Advisory. J'ai découvert à l'occasion du rachat par Vinci du groupe Fernao que le groupe Vinci avait développé des activités dans la cybersécurité via Vinci Énergie. Pourriez-vous nous expliquer quel est l'objectif du développement d'activités en cybersécurité en parallèle de vos activités historiques dans la construction, les concessions et l'énergie? Comment comptez-vous apporter de la valeur aux actionnaires dans cette activité cybersécurité qui est très compétitive et qui exige à la fois des ressources humaines rares et une palette très large de briques technologiques, que ce soit dans le domaine de la protection, de la détection ou de la réponse à incidents? C'est très intéressant également parce qu'en réalité, nous sommes dans ce monde de la cybersécurité et plus généralement dans le monde du digital, de l'artificial intelligence, des réseaux de communication, déjà depuis longtemps. Tout ça s'est fédéré à travers une marque chez Vinci Énergie qui s'appelle Axians. Et tenez-vous bien, Axians, cette année, ils vont faire 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est dans Axians qu'effectivement, nous voulons pousser la dimension cybersécurité. Alors pourquoi? Mais parce que la cybersécurité, elle ne touche pas seulement les grandes entreprises, elle touche de plus en plus des entreprises qui sont en général d'ailleurs plutôt moins bien organisées de ce point de vue-là, qui ont des problématiques de réseau, des problématiques d'information, d'échange d'informations avec le monde extérieur et qui sont susceptibles d'être impactées par les problèmes de cybersécurité. Mais est-ce que vous avez envie de devenir un vrai acteur dans la cybersécurité? Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'acquisitions possibles, enfin il y a beaucoup de... Avec nos caractéristiques, c'est-à-dire que, nous ne sommes pas des développeurs
de logiciels permettant d'assurer des prestations. Nous sommes des assembleurs de logiciels que nous paramétrons, mais qui sont pour l'essentiel des logiciels venant du... La deuxième chose qui est très importante, c'est la culture de Vinci Énergie. Nous n'intervenons que lorsque nous avons le sentiment de comprendre très précisément le process de notre client. Je vous donne un exemple. Au Portugal, nous faisons beaucoup d'activités dans le digital pour le compte des collectivités. C'est également le cas en Allemagne, parce que notre compréhension du mode de fonctionnement d'une collectivité, pas seulement sur le plan comptable, mais sur tous les agrégats de gestion, est telle que nous pensons pouvoir apporter des solutions qui correspondent exactement à leurs besoins. Dernière question, cette fois-ci, c'est encore une femme. Désolé, Vincent. Naïma Tidjani, on écoute. Monsieur Huillard, donc je suis Naïma Tidjani, promotion XHEC Entrepreneur 2024. Et avec mes associés d'XHEC, on a fondé Amon AI, l'assistant IA qui est spécialisé pour les grands chantiers de construction. Donc avec notre modèle IA, qu'on a spécialement développé pour le BTP, on s'attaque au problème de la gestion de la donnée, qui est responsable d'une perte de 15% du budget des gros projets. Dans un secteur où la transformation digitale a pris du temps à se mettre en place, est-ce que Vinci a une stratégie pour vraiment accélérer l'adoption des technologies comme l'IA sur le terrain? Et, à votre avis, comment ces innovations peuvent changer la donne pour l'efficacité des projets à grande échelle? D'abord, une petite rectification, c'est-à-dire, je pense qu'il faut être raisonnable. Imaginez que le simple fait d'avoir davantage accès à travers de l'IA à une grande masse d'informations permet de régler 15% du compte d'exploitation. C'est un petit peu excessif, mais enfin, on comprend que c'était pour aller vite. Non, nous, notre conviction, c'est que l'IA, bien sûr que c'est pour nous, et nous y sommes. Ce n'est pas un problème de nombre de data scientists ou de spécialistes de l'IA. C'est un problème d'abord de déploiement d'une culture d'IA. Il faut que l'ensemble de nos managers, dans un premier temps, aient compris ce que l'IA peut potentiellement leur apporter, de façon à ce que eux, qui sont sur le terrain, puissent identifier des sujets, des use cases, sur lesquels, effectivement, ils vont avoir la panoplie des outils leur permettant de développer l'outil d'IA spécifique pour leurs besoins. Et donc, notre démarche, c'est non pas des grandes structures d'IA ou des grands programmes d'IA collectifs au niveau global, mais c'est une culture d'IA permettant l'émergence de use cases qui ne peuvent venir que du terrain. Xavier Huillard, on arrive au terme de cet entretien HEC. C'est la conclusion. On va parler, allez, de votre succession, la transmission de pouvoir. Chez Vinci, c'est une révolution. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. 70 ans, il est donc temps de partir, Xavier Huillard. C'est ce que vous vous êtes dit. Comment est-ce que vous avez pris cette décision et pourquoi vous avez transmis le flambeau à Pierre Angelras, qui était le patron de la construction et de Cofiroute au début de sa carrière? Parce qu'il faut être raisonnable. Ah, d'accord. Mais la passion est telle. Et c'est la mort dans l'âme? La mort dans l'âme, non, je suis raisonnable. Je sais bien qu'on n'a pas les mêmes réflexes à 70 ans que ceux qu'on avait à 30 ans. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des statuts et que c'est fait pour ça. Parce que s'il n'y avait pas de statut, je pense que j'aurais éventuellement demandé à être prolongé quelques années supplémentaires et ça n'aurait pas été raisonnable. Donc, heureusement, il y a des statuts et je me suis attaché, je l'ai dit, que nous ne modifierons pas les statuts. C'est très bien. La deuxième chose, c'est que c'est d'autant plus dommage que le monde de la construction, le monde de l'énergie et le monde des concessions est au début d'une période qui va être formidable. Avec des hauts et des bas, bien sûr. Une période formidable. Pourquoi? Parce que l'effet de traction de la transition environnementale et énergétique, il est colossal. On n'en voit que le début. Encore une fois, ça va prendre plus de temps, etc. Et donc, ça va être absolument formidable pour nos métiers qui n'ont, au fond, jamais été aussi modernes. Ok, mais quel rapport avec votre succession? Non, et donc, ça veut dire, c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi, parce que c'est de s'engager sur le très long terme. Non, c'est impossible pour moi de m'engager sur le long terme. Il faut être raisonnable, mais effectivement, la passion est telle que c'est pour moi difficile. Mais il faut être raisonnable. Et donc, j'ai nommé Pierre Angelras comme étant mon futur successeur en avril 2025. Il a passé 25 ans de sa vie dans le groupe, il en connaît les coins et les recoins, et surtout, il est complètement aligné avec la culture, dont en particulier la culture de décentralisation.
Alors, regardons un petit peu le passé quand même. Ce n'est pas donc 5 ans, comme disaient effectivement nos amis de Bain, c'est plutôt une dizaine d'années en France. Vous, c'est 18 ans que vous avez eu à la tête de Vinci. Comment vous avez changé Vinci en ces presque 20 ans? Avec du bon sens, de la passion, et puis sans doute quelques qualités managériales. Qu'est-ce qu'on a fait sur le plan purement stratégique? On a développé from scratch l'activité aéroportuaire. On a ouvert le métier autoroutier en dehors de France. Ça n'existait pas il y a 18 ans. On a ensuite boosté de façon extraordinairement proactive le métier de l'énergie, avec dernièrement l'accueil de Cobra, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est sans doute leader mondial dans la construction. Si je mets de côté les Chinois, parce que ce n'est pas pareil, leader mondial privé dans l'aéroportuaire, et sans doute leader mondial dans les métiers de l'ingénierie électrique. Voilà, donc on a plutôt convenablement bossé, mais la bonne nouvelle, c'est que le meilleur reste à venir. Comment Vinci vous a changé? Je sais pas, juste un souvenir, votre meilleur souvenir, c'est quoi? Ou le truc dont vous êtes le plus fier? C'est sans doute le développement dans l'énergie et dans l'aéroportuaire. L'énergie, parce qu'il y a longtemps, y compris au conseil d'administration, mais il y a très longtemps, un certain nombre d'administrateurs essayaient de me convaincre de céder Vinci Énergie. Et à l'époque, ça faisait moins de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est votre fait de résistance. Oui, parce que je savais, parce que je suis curieux et que donc j'avais vu le potentiel de ces métiers qui sont aujourd'hui démultipliés du fait que l'électricité est en train de gagner du terrain partout. Et d'ailleurs, ça n'a pas peu contribué au succès de Vinci en bourse, qui, pendant ces 18 ans, a progressé, multiplié par 3 ou par 4, et contribué à ce qu'est effectivement, avec les stock options qui vous ont été accordés, à votre petite fortune, quelques dizaines de millions d'euros. Est-ce que ça vous rend fier, ce côté-là? Le fait d'avoir amassé un petit peu de capital? Oui. Écoutez, ça sera bien utile à la fois pour ma retraite et puis pour ma famille. Mais est-ce que nous travaillons pour effectivement optimiser notre pelote de capital? Non, pas vraiment. Ce qui nous anime, c'est la passion. Et ce qui anime les 280 000 collaborateurs de ce groupe, c'est la passion. Parce que c'est effectivement des métiers passionnants que de travailler sur le cadre urbain, de travailler sur l'électrification, de travailler sur la problématique de la planète. C'est ça qui nous unit et qui nous fédère. Et on sent que la passion est toujours là et la tentation est toujours là en tous les cas. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien HEC. Xavier Huillard, donc le patron de Vinci, était notre invité. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.